Bonjour cher Voldanite. On va faire très vite, on va exposer beaucoup de choses parce que avant le générique, il y a le livreur de mon champagne, de mon bubbly, hein, Chris Jericho. Mon livreur de champagne va arriver, mon livreur de bubbly va arriver. Donc il faut faire vite avant de balancer notre générique. Beaucoup de choses à dire. Déjà, oui, Raw était très bien. C'est de ça qu'on va parler ce soir. On va parler de Raw parce qu'on est là ici dans le Serge Podcast, une émission à écouter n'importe quand vous voulez, quand vous êtes aux toilettes, quand vous arrosez vos plantes ou quand vous faites le ménage, j'en sais rien. Quand vous voulez vous écouter le Serge Podcast, tant que vous voulez entendre parler de catch par votre hôte Serge Voldan, moi-même. Oui, faisons vite, on va revoir un générique parce que je me suis racheté un PC, ça y est, vous commencez à entendre la petite musique du générique qui arrive. Oui, il arrive, on s'écoute ça tout de suite et on se retrouve après pour parler de Monday Night Raw. Give me what I want! That's not what I want! Give it to me! Give me what I want! I'm not finished with you! It should have been me! Let's do this! Good Lucha. Okay. This is the house that AJ Styles built! Watch out! Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps. Ce générique me manquait parce que même si j'ai repris les Serge Podcast la semaine dernière, si on fait le calcul, ça fait plus de 3 semaines que ce générique n'a pas été utilisé et enfin, le revoilà. Alors, je sais que vous n'avez rien à foutre parce que pour l'instant, vous n'êtes pas beaucoup à regarder cette émission. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent cette émission? Peut-être. Si vous regardez cette émission et que je ne vous connais pas directement, écrivez un commentaire. Et mettez un pouce bleu. Et partagez la vidéo. Voilà, on commence à devenir un vrai youtubeur, hein. Parce qu'il faut. Il faut que le Serge Podcast soit reconnu comme une émission de catch populaire. C'est l'objectif. On va commencer à parler de Monday Night Raw, le Monday Night Raw du 9 septembre 2019. Bonne rentrée à tous, d'ailleurs, les cours ont dû commencer. On va parler de ce show segment par segment, en commençant par le contrat du titre universel de Seth Rollins contre Braun Strowman, contrat qui a été animé par nul autre que Stone Cold Steve Austin, la légende du catch. La semaine dernière, il était annoncé, donc on savait que Stone Cold allait arriver pour animer cet entretien. Et ce segment, qui aurait dû être un peu banal, je pense, dans l'écriture, est devenu presque culte. Franchement, ce segment d'ouverture était génial. On va le revoir en détail, ce qui aurait pu le faire foirer et ce qui l'a sauvé. Déjà, donc le show, la foule, on est à New York, on est au Madison Square Garden, la foule est complètement dingue, mais s'il vous plaît, faites tous vos shows à New York. Les mecs de New York, ils nous font vraiment... Ça, c'est une foule de catch. Ça, c'est une véritable foule de catch. Ils ont rendu ce show complètement énorme. Alors, le show était très bien de base, mais avec cette foule, ça l'a vraiment amplifié. On a eu vraiment un putain de bon Monday Night Raw. Et vous savez quoi? Avant de parler de ce segment avec Stone Cold, j'ai envie de faire un petit constat tout de suite. C'est que oui, Raw et SmackDown s'améliorent chaque semaine. Ce n'est pas genre c'est pas genre un peu du hasard. Non, c'est vraiment la vérité, c'est un fait. Raw et SmackDown, depuis que Eric Bischoff et Paul Heyman contrôlent les shows, s'améliorent de semaine en semaine. Alors, on sent qu'il y a toujours la présence de Vince McMahon sur certains points. Hein? Baron Corbin. Vince McMahon est toujours là, mais ne nuit plus à l'entièreté du show. Maintenant, le show reste assez bon pour que les aspects négatifs ne ternissent pas trop son image. Non, là, on va en revenir, mais il y a vraiment un segment qui m'a énervé et un segment inutile. Tout le reste, c'était de la qualité. Tout le reste du show, c'était de la qualité. Parlons enfin de ce segment avec Stone Cold. La foule est déjà dingue et on entend le bruit de verre, le bruit de verre qui se brise, iconique de Stone Cold. Il fait son entrée, il y a une pop mais monumentale dans la foule. Donc c'était un signe que la foule allait être incroyable évidemment. Stone Cold vite fait revient sur sa carrière avant l'arrivée de Braun Strowman et de Seth Rollins pour la signature de leur contrat. Les choses ne changent pas, comme la semaine dernière, Seth est complètement insupportable en face, il arrête pas, il balance ses catchphrases pour no reason, il dit des burn it down, juste ferme ta gueule, et surtout, on va avoir une phrase assez légendaire, je vais vous en parler. Seth dit qu'il est sympa et qu'il ne trahira pas son partenaire parce qu'il est, et je cite, le meilleur catcheur de la planète.
Seth Rollins dit mot pour mot « Je ne te trahirai pas car je suis sympa, car je suis le meilleur catcheur de la planète. » Évidemment, la foule a directement réagi. La foule a commencé à huer Seth Rollins, mais mon gars, ça c'est le revers de la médaille. Alors je ne sais pas qui est l'origine de cette phrase. Je ne sais pas qui est à l'origine de cette phrase. Je ne sais pas comment Seth Rollins a pu laisser ça passer. Le mec doit avoir un ego démesuré pour qu'il puisse dire carte sur table, je suis le meilleur catcheur de la planète. Et qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas un cas comme CM Punk ou Chris Jericho qui balance cette phrase comme une catchphrase. C'est un gimmick à la Burn It Down pour Seth Rollins ou à la Get This Ends, pardon, pour Braun Strowman. Là, ce n'est pas une catchphrase. Il a dit mot sur mot, il le réutilisera peut-être pas tout de suite cette phrase. Je suis le meilleur catcheur de la planète. Mais pourquoi ce mec n'est pas un heel? Cette phrase a rendu la foule folle. La foule a hué Seth Rollins, mais comment on peut dire une chose pareille? Sans déconner, le gars est devenu meilleur catcheur, c'est le numéro 1 sur le PWI Magazine, ça lui est monté à la tête. Mon Dieu, il est insupportable ce mec. Franchement, il est très bon sur un ring encore une fois, mais putain, en promo ou dans la vraie vie, il est insupportable quoi. Ce mec devrait être un heel, bordel de merde. Bref. Seth donc signe le contrat. Puis Strowman dit que Seth va get this hands, recevoir ses mains. Puis signe, donc voilà, franchement, on avait le même début que la semaine dernière, une guerre de catchphrase insupportable. J'ai pas envie de voir leur match, ça m'intéresse pas. Et les deux en promo sont vraiment nuls à chier. Heureusement, encore une fois, comme la semaine dernière, AJ Styles va arriver pour sauver cette promo qui aurait dû être franchement pas très bonne. Comme la semaine dernière, il est exactement sur la même vague, c'est-à-dire qu'il est toujours aussi prétentieux, mais toujours aussi délicieux en même temps et cynique. Alors évidemment, Stone Cold est sur la scène, la foule de New York l'est aussi, du coup la foule n'arrête pas de crier des what, des quoi à chaque fois que AJ Styles parle. Donc il commence à s'énerver évidemment parce qu'il n'arrive pas à en placer une. Et il va commencer à sortir des phrases genre « Bah c'est pour ça que personne n'aime à venir à New York !» Et Steve Austin va commencer à lui répondre, va commencer à lui dire pourquoi tu dégagerais pas de là Styles? Et Styles répond mais pourquoi est-ce que tu n'affirmerais pas Steve? Et ils ont commencé à s'échanger des phrases, je ne sais pas si c'était prévu, si le fait que Steve Austin parle était prévu, parce que franchement la façon dont AJ Styles lui répondait était tellement naturelle et tellement bonne en fait, la répartie de Styles était monstrueuse et franchement je crois pas que c'était écrit. Parce que franchement, c'était beaucoup trop bien, beaucoup trop drôle. Donc évidemment, après cette phrase, la foule commence à crier « Asshole, asshole !» à traiter AJ Styles de trou de cul à de nombreuses reprises. Et aussi d'en profiter évidemment. Je sais pas si tu entends AJ, mais tu as à peu près 80 000 personnes qui sont en train de te traiter de trou de cul. Et AJ directement, il remballe « Mais ton comportement de crouton est celui d'un trou de cul, Austin. » Enfin, et toutes ces petites phrases-là, elles ont rendu ce segment en quelque chose d'incroyable. Bref, après les multiples provocations, Rollins et Strowman attaquent le club, mais AJ parvient à rester sur le ring. C'est le seul sur le ring avec Steve Austin. Et évidemment, quand il se retourne, il se prend un immense stunner précédé d'un double doigt d'honneur, un double fuck dans la gueule. AJ a vendu ce stunner à la perfection, il a fait un salto, il est retombé sur le haut du dos, puis après c'est nouveau étalé sur le ventre. Bref, c'était beaucoup trop ouf. Et encore une fois, AJ et Steve Austin, ils ont rendu ce segment qui aurait dû être basique en quelque chose d'absolument incroyable. AJ en heel, ça faisait longtemps que je voulais le revoir, et enfin il nous voilà avec le club, avec ses potes, à faire le mec prétentieux, mais il est parfait en heel. Il est parfait en heel. Bref. Un segment culte pour ouvrir le show. Et on enchaîne tout de suite avec un match, un putain de bon match. AJ Styles contre Cedric Alexander. Donc AJ est encore sur le ring, il est encore un peu choqué par le stunner. Donc Cedric Alexander va avoir l'avantage. Et dès que la musique d'Alexander retentit, il court sur le ring. Il profite pas de son entrée. Le but, c'est qu'il voit qu'AJ Styles est affaibli. Et il court pour que le match commence tout de suite. Donc bonne strat d'Alexander, c'est logique, c'est bien. J'ai beaucoup aimé ce délire-là. Le match, évidemment, est très bon. Les deux catcheurs ont une putain de bonne alchimie, c'est pas une surprise. Alors que Cedric s'apprête à livrer un phénoménal forearm volé d'AJ Styles, le club intervient et attaque Alexander, qui gagne donc le match par disqualification.
Donc voilà, le truc c'est que c'est pas arrivé trop vite, ils ont quand même eu le temps de catcher quand même pas mal de temps, et c'était très bien. Donc le final, est décevant, mais c'est normal. On build leur match à Clash of Champions que j'ai vraiment hâte de voir. Leur rivalité devient vraiment bonne. Enfin, qui aurait pu croire que Cedric Alexander pourrait être une potentielle menace face à AJ Styles il y a quelques mois. Et maintenant on commence à y croire. On commence à y croire. Alors j'y crois pas autant que Ricochet contre AJ Styles. Je ne vois absolument pas Cedric Alexander battre AJ Styles. Je pense que ça n'arrivera pas. Mais j'ai quand même vraiment envie de voir leur match. Alors que le club rue Cédric Decoux, c'est les Viking Riders qui arrivent pour faire la save en décimant tous les membres du club. Et encore une fois, je suis content de voir les Viking Riders faire autre chose que défoncer des jobbers. Enfin, on les voit dans une storyline. Donc là, ils vont commencer à rejoindre le clan des Faces. Ils vont venir dans le show plus tard et on en reparlera. En backstage, Robert Roode et Ziggler proposent leur aide au club, comme la semaine dernière. Et encore une fois, quand je vois cette image de AJ Styles, du Gallows et Karen Anderson aidés par Robert Roode et Dolph Ziggler, je me dis mais putain, mais rejoignez-les à plein temps. Il faut pas que cette alliance ne dure que pour cette storyline. Et j'espère qu'ils vont rejoindre le club à plein temps. Là, je vois un potentiel de malade. Je vois vraiment une grosse Nexus encore plus violente, plus forte que la précédente. Une Nexus à la Nexus où CM Punk dirigeait le bordel. C'est quasiment aussi fort et vraiment, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Roode et Ziggler, de toute façon, leur tag team marche pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Ça va pas être un truc qui va marcher sur la durée. Alors que s'ils rejoignent le Bullet Club, du coup, le club d'AJ Styles, il y a moyen que ça dure plus longtemps et qu'ils aient une véritable importance dans la mid-card. Qu'ils aient la même importance que par exemple qu'un Roderick Strong dans l'Undisputed Era. Et voilà, donc franchement, il y a un putain de potentiel et j'espère qu'ils vont tabler là-dessus, ce serait vraiment trop bien. On reviendra sur cette storyline en fin de podcast. On va commencer à parler de trucs un peu moins importants. Et je vais retirer mes mots tout de suite parce que je n'ai pas vu ce qui suivait. Non, ce n'est pas moins important, pas la moindre du monde. C'est le segment avec Roman Reigns et les enfants combattant le cancer. Un segment qui est... C'est toujours compliqué par ce genre de segment parce qu'ils ne sont pas dans l'histoire du show. C'est un segment qui est un peu hors show, j'ai envie de vous dire. Qui ne fait pas partie les catcheurs ne jouent pas vraiment leur personnage dans ces segments. Et du coup, on a un Roman Reigns qui arrive sur le ring, qui est un peu porte-parole du combat contre le cancer et qui accompagne les enfants malades et fans de catch à faire leurs entrées sous les applaudissements de la foule. Il les encourage à se battre et à ne jamais abandonner. On a vraiment tous ces enfants qui sont actuellement malades et ce genre de segment est toujours la bienvenue en fait. Et le fait d'avoir Roman Reigns pour en parler rend la chose encore plus poignante parce que Roman Reigns, c'est un catcheur qui a combattu le cancer, qui est maintenant en rémission et qui peut recatcher de nouveau. Mais il va sûrement rechuter un jour ou l'autre et il va devoir continuer à se battre. Franchement, c'est le voir Roman Reigns porte-étendard des enfants cancéreux, c'est vraiment une bonne chose. Évidemment, j'ai une pensée à tous ces enfants et je leur envoie tous mes encouragements pour qu'ils surmontent cette foutue maladie, ce foutu cancer. Merci Roman Reigns et bonne chance, kiddos. Défoncez ça. On enchaîne de nouveau avec un match dans un Monday Night Raw, en plein milieu de Monday Night Raw, alors qu'il a la capacité à lui tout seul d'être un main event d'un show ou d'être dans un pay-per-view. On a les 4 Horsewomen qui se battent. Becky Lynch et Charlotte font équipe pour affronter Bayley et Sasha Banks. Non mais, les 4 filles de la révolution féminine, les 4 Horsewomen se battent dans le même ring. Je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ça fait très 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 longtemps. Et franchement, le match était énorme. Le match était trop bon. Ces 4 femmes ont prouvé pourquoi ce sont les 4 meilleurs talents in-ring. Alors, Sasha Banks et Bayley, j'ai toujours un peu de mal, et c'est pas par rapport à leur catch, c'est par rapport à leur aura, ce qu'elles dégagent, leur promo. J'ai un peu de mal avec ces catcheuses, mais je ne peux pas nier le fait que ça fait partie que les 4, en fait, sont les meilleurs du roster. Ces 4 catcheuses, en termes de in-ring, sont les meilleurs du roster. Et les 4 s'affrontent là, c'était juste grandiose. Bref, avant le combat, Becky Lynch et Charlotte foncent sur leur adversaire. C'est un carnage à l'extérieur du ring. Alors Charlotte va commencer à prendre une chaise pour calmer le jeu. Sasha et Bayley vont sortir du ring et le match va pouvoir commencer dans les règles.
Comme je l'ai dit, on aurait pu vraiment garder ça pour une meilleure occasion, mais pourquoi pas? On l'a dans un Monday Night Raw, pourquoi pas? Le match est énorme, on a plusieurs reprises des This is awesome, c'est absolument génial dans la foule. Les 4 femmes ont brillé ce soir-là, il n'y en a pas une qui a fait de l'ombre à l'autre, elles ont toutes brillé. À la fin du match, Becky interrompt la distraction de Sasha, ce qui permet à Charlotte de livrer son Natural Selection sur Bayley pour la victoire. Ah, la putain. Donc oui, Bayley a pris la défaite, elle a pris le tombé. Mais quand un match tag est épique comme ça, avec 4 femmes qui sont tous dans le kayfabe quasiment les meilleures, qui sont tous, pardon, je veux dire, au même niveau, et bah, celui qui perd ne va pas être diminué. Bayley a pris le tombé, mais s'est battu comme une chienne. C'était un très bon match. Rey Mysterio versus Gran Metalik. Ce sont 2 luchadors qui s'affrontent pour un match à grande vitesse, au spot vraiment efficace. Alors perso, en tant que Serge Voldan, je n'ai jamais été très fan du style luchador. Mais j'apprécie le fait que Gran Metalik soit mis sur le devant de la scène. Même s'il perd face à Rey Mysterio. Il a à peu près la même mise en avant qu'avait Buddy Murphy à l'époque, quand il a affronté Roman Reigns. Même s'il a perdu, il a été grandi par ce match. Et j'ai l'impression que Gran Metalik a été grandi par ce match. Et j'espère qu'on le reverra. Ce serait dommage que ce soit du one shot, parce que franchement, ils ont livré une performance qui était juste géniale. Ce match était vraiment, vraiment bon. Et Gran Metalik a pu nous montrer pourquoi on le surnomme le roi des cordes. Ce mec, tous ses spots, toutes ses prises reposent sur les cordes. Et c'est vraiment original, en vrai, c'est le seul qui a un catch qui est entièrement basé là-dessus dans le roster, j'ai l'impression. Donc voilà, un très bon match. À la fin du match, les 2 montrent des signes de respect à leur adversaire, puis quittent le ring. Et bon, avant notre interview musicale, petit point sur les Street Profits. Putain, les Street Profits, je pense qu'ils font partie des catcheurs que j'aime le moins. Franchement, ils commencent à me taper sur... Dès que je les vois, ça m'énerve. Ils sont très bons, je dis pas le contraire, mais chaque semaine quand on les voit faire des recaps des shows, on les voit là, on est en milieu de show et ils font un recap de tout ce qui s'est passé dans le show. Puis en plus, après, ils font la promotion de Clash of Champions. Les gars, ils ne servent absolument à rien. Ils sont là avec leur petit verre, leur petite lunette, ils sont « Oh là là là, Charlotte a battu Bayley, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, et Roman Reigns s'est fait attaquer, on a appris que c'était Eric Rowan, ils vont se battre avec Clash of... Putain, mais fermez vos gueules et allez vous battre pour les titres, qu'est-ce que vous foutez encore là? Putain, c'est énervant, les Street Profits. Je ne comprends pas l'intérêt. Si c'est apparemment pour WWE, c'est parce qu'ils sont branchés que les jeunes les comprennent. Mais putain, mais fermez vos gueules, ils sont pas utilisés. Oh là là, les Street Profits, mais quel gâchis. Donc là, on commence à s'énerver, hein. Oh, on va commencer à s'énerver, mais vous inquiétez pas, on va passer à l'interview musicale et après, on va passer aux choses sérieuses. Après, on va s'énerver. Parce que là, le show était très bien. Et le final du show était très bon aussi, on en reviendra. Mais ce qui se passe après l'interview musicale n'est vraiment pas bon. On va en parler. Restez connectés. Parce qu'on écoute aujourd'hui sacrement de On arrête le progrès de Voldano, notre spécialiste de la musique, notre grand maître à tous, notre dieu, encore plus divin que Fabio Lanzoni. Suivez mon Instagram d'ailleurs. Qui est Fabio Lanzoni? Suivez mon Instagram, vous verrez qui est Fabio Lanzoni. Abonnez-vous à toutes les chaînes, Le Moulin de Voldano, la chaîne de mon frère Dino Voldan, tous les liens sont dans la description. Et si la musique vous plaît, n'hésitez pas à télécharger les albums de Voldano gratuitement sur Bandcamp. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. On écoute sacrement tout de suite.
étrange, pas vrai? Cette musique est spéciale, hein. On a du mal à la comprendre, mais elle nous plaît. Elle nous plaît cette musique. Et je vais faire un parallèle avec les résultats du King of the Ring. C'est que c'est spécial, c'est vraiment spécial. Les décisions qui sont prises sont vraiment étranges. Par contre, à la fin, ça nous plaît pas. Ça nous plaît pas des masses ce qui se passe en fait actuellement. On en parle de King of the Ring? On parle de King of the Ring. C'est la demi-finale côté Raw. Samoa Joe affronte Baron Corbin et... Samoa Joe contre Baron Corbin contre Ricochet. Alors, faisons un peu le point sur le parcours de tous ces catcheurs. Ricochet, c'est les babyface ultimes. Il a vaincu Drew McIntyre clean. On va en reparler encore une fois. Il a fait un match nul contre Samoa Joe. Samoa Joe aussi a battu son premier adversaire clean. C'est un gros heel qui est toujours un peu monstrueux. Baron Corbin, lui, a gagné aussi ses matchs. Il a gagné ses matchs clean, hein, pas de problème à ce niveau-là. Et du coup, les trois ont ce petit parcours avant de s'affronter. Le match, évidemment, il est très cool. Le match, c'est un triple threat avec deux bons catcheurs, deux très bons catcheurs et un catcheur correct. N'est-ce pas, Corbin? On a des chants de la foule, let's go Corbin, Corbin sucks. Je pense que la foule est investie sur Corbin parce que je pense que le mec vient de New York et même dans son hometown, le mec reçoit des Corbin sucks. Faut le faire, bravo Baron Corbin. Bref, le match est très bien, mais à un moment, Samoa Joe va placer son coquina clutch, son finisher, sur Baron Corbin à l'extérieur. Il n'y a pas de disqualification. Vu que c'est un match à 3, la prise fonctionne et Baron Corbin commence à s'évanouir. Et je me dis, putain, bah parfait, bonne strat. Samoa Joe comme ça, il élimine Baron Corbin qui ne pourra plus être dans le match et il aura plus qu'à battre Ricochet. Mais, ce qui se passe, c'est qu'au moment où Baron Corbin est à 2 doigts de s'évanouir, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que Ricochet interrompt la prise avec un moonsault, certes très stylé, mais complètement inutile? Le gars annule la prise de Samoa Joe, annule la prise qui allait permettre à Baron Corbin d'être évincé du match. Il est complètement évanoui. La prise de Samoa Joe évanouit ses adversaires. Il n'aurait pas pu combattre pour la suite. Il aurait mis du temps à reprendre ses esprits. Ça aurait été trop tard. Alors Rico, évidemment, avec ce moonsault magnifique, prend l'avantage un court instant. Mais vous savez ce qui se passe? C'est que Samoa Joe, qui était très stratège, a donc eu sa prise annulée. Corbin n'a pas été évanoui. Ricochet quelque part a sauvé Baron Corbin. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Bah oui, Ricochet. Alors que t'es sur le point de gagner, Baron Corbin, il te vole la victoire et il fait le pit sur Samoa Joe et il remporte le match. Parce que Ricochet a été beaucoup trop con. Pourquoi Ok, le match était très bon, mais le booking du match... la production du match était catastrophique. Le match ne fait pas de sens au final. Pourquoi Ricochet ferait une chose pareille? Il aurait pu avoir la victoire parce qu'au final, à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à avoir le dessus. Il arrive à avoir le dessus et il place son finisher sur Samoa Joe, le même finisher qui a vaincu Drew McIntyre clean. Il avait la victoire. Mais si seulement il avait attendu que Baron Corbin se fasse évanouir par Joe, et pourquoi il n'a pas attendu cet abruti de Ricochet? Donc, vous voyez pourquoi ça m'énerve. Et le pire, c'est que je suis sûr que c'est ce que veut Vince McMahon, cette réaction que j'ai. Je suis énervé. Oui, je suis énervé. Je suis énervé que Baron Corbin gagne. Mais pas parce que Baron Corbin m'énerve. Baron Corbin m'énerve évidemment, mais je suis énervé parce que le match ne fait pas de sens et parce qu'au final, ce storytelling fait forcer. C'est forcé pour que Baron Corbin ait la victoire sans faire trop dommage à Ricochet. Ah, par contre, Samoa Joe, alors là, il prend cher. Samoa Joe, il prend très cher. Il a encore pris le tombé, donc Samoa Joe perd clean. Oh putain. Excusez-moi, je vais avoir du mal à reprendre mes esprits là. Donc, oui, le match était cool, mais ça va pas. Est-ce que vous vous rendez compte que sur les 16 participants, Baron Corbin est en finale? Baron Corbin fait partie des 2 meilleurs catcheurs quelque part. Des 16 participants. Il y en avait plein des participants. Il y avait Kevin Owens, il y avait
Cesaro qui était cool, il y en avait plein. Il y avait surtout Drew McIntyre. Alors la semaine dernière je m'étais énervé au fait que je pensais que Drew McIntyre devait avoir la place de Baron Corbin. Le fait est que j'ignorais que Drew McIntyre est actuellement à l'hôpital. Il a eu une blessure, c'est à mon avis pour ça qu'il a perdu si tôt dans le tournoi. Mais ce n'est pas une raison d'avoir fait perdre McIntyre de la sorte. Le mec a perdu totalement clean face à Ricochet. Ce même Ricochet qui a perdu totalement clean face à AJ Styles. Et je n'arrive pas à adhérer au fait que Drew McIntyre soit moins fort que Ricochet, soit moins fort que AJ Styles dans le kayfabe. Je n'arrive pas à adhérer à cette idée. Pour moi, Drew McIntyre devrait être dans le kayfabe aussi fort que The Fiend, limite. C'est le géant du roster, c'est le nouveau Brock Lesnar. Il devrait être booké comme le nouveau Brock Lesnar, Drew McIntyre. Bref, on va pas revenir là-dessus. C'est du temps perdu. Mais le fait est que voilà, Baron Corbin a un match de pay-per-view alors que Samoa Joe, Ricochet et Drew McIntyre n'en ont pas. Baron Corbin va donc affronter au choix Elias ou Chad Gable. Ok. Vous vous rendez compte avec les 16 participants que cette demi-finale, j'avais hâte de la voir. Mais la demi-finale de SmackDown, Elias contre Chad Gable, j'ai pas du tout envie de voir ça. Même si j'adore Chad Gable, l'adversaire en face ne m'intéresse pas du tout. C'est pas Chad Gable contre André Cedalmas par exemple. Là, ça m'intéresse pas. Et ça veut dire que la finale, parce que soyons pas stupides, Chad Gable va, à mon avis, gagner. Ça est une certitude que Chad Gable va gagner. Bon, ils peuvent pas nous faire Elias contre Baron Corbin dans un pay-per-view, c'est pas possible. Ce serait complètement stupide. Donc Chad Gable va gagner, sans aucun doute. Merci. La WWE d'ailleurs contre la prévisibilité, j'ai l'impression, bah là il n'y a pas plus prévisible que ça. Là on sait que Chad Gable va gagner, c'est une certitude. Donc il a gagné, et du coup notre finale c'est vraiment Chad Gable contre Baron Corbin. Et donc là il y a deux options. Soit ils veulent faire en sorte que Chad Gable soit un babyface, un underdog qui remporte face à Baron Corbin. Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, pourquoi Baron Corbin est le boss final? J'aurais préféré de loin voir Samoa Joe contre Chad Gable. Parce qu'ils ont commencé à builder ça, Samoa Joe commençait à se moquer de Chad Gable. Pourquoi c'est pas ça la finale? Là ça m'aurait hypé de voir Samoa Joe contre Chad Gable. Vraiment, ça m'aurait hypé. Là, ça me hype pas du tout. Baron Corbin en tant que boss final. Ou alors, ils vont nous faire le coup de l'underdog qui se bat vaillamment et Baron Corbin finit par l'emporter. Et on a le roi du ring, the king of the ring, Baron Corbin. Et je pense que c'est vers là qu'il se dirige. C'est même sûr. Oui, je pense que Baron Corbin va gagner le king of the ring maintenant. Je trouve ça juste honteux. On félicite le fait qu'un catcheur soit détesté pour les mauvaises raisons. Vince McMahon, là sur le coup, félicite Baron Corbin, propulse Baron Corbin parce que le public ne l'aime pas. Mais le public c'est pas que le public n'aime pas Baron Corbin, le public n'aime pas voir Baron Corbin aussi haut dans la carte comme il n'aimait pas voir Roman Reigns si haut dans la carte à l'époque. C'est ça que le public n'aime pas. Baron Corbin n'a pas les épaules assez larges en présence ou en in-ring pour rivaliser avec même des Chad Gable. Il tient pas la route, Baron Corbin. C'est de la mauvaise hit qu'il a, c'est pas la... Drew McIntyre se fait huer, mais en même temps, tout le monde l'adore. Parce que c'est un excellent heel. Samoa Joe aussi. Et ces mecs-là perdent. Vince McMahon préfère mettre en avant Baron Corbin. Bordel de merde. Et qu'est-ce qu'il avait dit déjà? Parce que Baron Corbin est sexy, c'est ça, c'est un heel sexy. Ça va Vince? Baron Corbin sexy? Ok. J'ai perdu beaucoup de temps sur ce segment, mais en même temps, c'est parce que c'était le segment qui pour moi était catastrophique du show. On va expédier le segment inutile du show, Lacey Evans contre Natalya. C'est un rematch de la semaine dernière, de la même qualité, c'est-à-dire bof, franchement bof. Cette fois-ci, Natalya soumet Lacey Evans qui abandonne de manière totalement ridicule. Est-ce que vous avez vu comment Lacey Evans abandonnait? Quand t'abandonnes, quand tu te fais soumettre, t'as tellement mal que tu tapes parce que t'en peux plus. Là, Lacey Evans a tapé comme ça. Elle hurlait au martyr et elle faisait comme ça.
C'est pas une blague. Comment c'est pas du tout instinctif. Donc là, ça faisait vraiment, vraiment fake. Faut apprendre à Lacey Evans comment taper parce que là, c'est pas juste pas possible. Bref. Au final, je m'en bats quand même, je sais pas du tout où ils vont, mais je m'en bats totalement les couilles. On a aussi un petit segment Firefly Funhouse, moins important que les autres. C'est un segment classique pour Firefly Funhouse qui marche toujours, c'est toujours aussi sympa à suivre. Wyatt est complètement charismatique. Et comme d'habitude, il fait builder la prochaine arrivée du film qu'on a tous hâte de voir. Et une potentielle attaque sur Stone Cold Steve Austin. Main event time! Main event time! C'est l'heure du main event! Qu'est-ce qu'on a comme main event? 5 contre 5! 5 catcheurs contre 5 catcheurs! Allons-y! Edge Styles, Luke Gallows, Karl Anderson, Robert Roode et Dolph Ziggler affrontent Seth Rollins, Braun Strowman, Cedric Alexander et les Viking Raiders. Tout ça pour préparer ce match, un 5 contre 5. Oh, ça sent la merde, ça sent le caca! Eh bah non, c'était pas du caca. C'était franchement super divertissant. C'est rare, hein, parce que franchement, les matchs 5 contre 5, waouh, faut aller mollo, ça peut très vite partir en couille. Mais là, c'était franchement hyper divertissant. Et encore une fois, je suis tellement content de voir les Viking Raiders dans le main event. Même si c'est ce genre de match, c'est trop bien de les voir aussi haut dans la carte. Donc c'est trop cool. On va parler trade de ce match, c'est Seth Rollins et Dolph Ziggler qui ouvrent la danse, qui font écho à leur rivalité à l'époque pour le titre intercontinental, c'était sympa. Évidemment, c'est très très vite le bordel, tout le monde se tape dessus. Il y a la houle qui fait la hola, mais sans manquer de respect aux catcheurs, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Il restait dans le match, mais la foule était tellement énorme qu'elle se permettait de faire des hola dans le public. Bon bref, elle donnait vie au match, quoi, c'était génial. 5 contre 5 oblige, on a un festival de finishers, c'est ultra divertissant. On a aussi un petit moment d'histoire avec une petite embrouille entre Braun Strowman et Seth Rollins qui n'arrivent pas à s'entendre parce que, en tant que partenaire, parce que c'est pas une vraie équipe, bordel de merde, c'est normal qu'ils s'entendent pas. C'est pas une vraie équipe et ces mecs sont champions par équipe. Oh putain, ça m'énerve. On va pas en reparler. On va pas en parler. J'espère que Robert Roode et Dolph Ziggler vont prendre les titres, hein. Oh oui, ce serait bien. Oh oui, oh, ils prennent les titres et ils rejoignent le club. Oh putain, oh, ça, ce serait bien. Ça, ce serait très très bien. Le moment le plus épique du match, c'est quand Ivar a fait un salto de la troisième corde à l'extérieur du ring pour retomber sur tous les putains de catcheurs, c'est-à-dire sur les 8 autres, parce qu'il est pas retombé sur Eric, évidemment. À la fin du match, c'est Cedric Alexander qui parvient à placer son finisher, c'est-à-dire ses 2 genoux sur le dos de son adversaire après qu'il est propulsé en l'air, donc c'est assez épique comme finisher. Et il le place sur nul autre que Edge Styles pour gagner la victoire clean. Ouais, c'était bien. C'était bien. Le match a fait ce qu'il fallait faire. Pour un match 5 contre 5, franchement, je vois pas comment on peut faire quelque chose de mieux. C'était ultra divertissant. Les catcheurs ont brillé. Les Viking Raiders ont pu montrer de quoi ils étaient capables dans le main event. Et ça, c'est le plus important. Et aussi, voir Cedric Alexander gagner clean face à Edge, c'est une bonne décision. Mais donc, franchement, trop cool. Mais à peine Cédric fait tomber sur Edge, à peine il savoure sa victoire que la musique de Stone Cold retentit, ce qui anéantit un peu la victoire de Cédric parce que dès qu'il gagne, hop là, Stone Cold arrive sur le ring, on regarde Stone Cold, on s'en fout de Cédric, on regarde Stone Cold. Ça fait un peu cet effet là. Ils auraient pu attendre un peu avant que Stone Cold arrive pour quand même savourer le fait que Cédric a gagné. Là, c'est passé un peu sous la trappe. C'est dommage. Bref, Stone Cold arrive avec des bières et tous les faces célèbrent en buvant comme des trous. Notons qu'après le show, Stone Cold a invité Edge à boire avec eux. Edge était un peu réticent mais a fini par céder pour boire un coup. Mais Austin l'a évidemment replacé un stunner, le deuxième qu'Edge se prend dans le même show. Bref, c'était un petit segment qui était hors show. Mais encore une fois, c'était très drôle. Et voir Steve Austin casser la gueule d'Edge Styles, c'est génial. Et ça montre qu'Edge Styles est très important. Même aux yeux d'Austin, franchement, le voir... Quelqu'un qui se prend un stunner de la part d'Austin, c'est quelqu'un d'important. Vraiment. Vraiment. C'est pas quelqu'un de gratuit. Ou alors c'est quelqu'un de gratuit. Mais là, on parle d'Edge Styles. Et Edge Styles avait du répondant face à Austin. Donc vraiment, c'est vraiment... Je pense que Edge Styles était content de se prendre des stunners ce soir. Ça lui faire vraiment plaisir. Et donc, bilan, allons-y. Et à part la demi-finale du King of the Ring qui est scandaleuse et le match de Lacey Evans contre Natalya qui n'a pas d'intérêt, Raw était très bon.
Raw était très bon et la qualité des matchs en général était vraiment correcte, même très bonne. Les matchs étaient vraiment très bons ce soir. Si j'avais booké le show, j'aurais évidemment fait gagner quelqu'un d'autre. J'aurais fait gagner Samoa Joe dans le King of the Ring pour avoir Samoa Joe contre Chad Gable, même si c'est prévisible. J'aurais préféré voir ça comme finale. Le résultat final reste imprévisible et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Tant que la finale est imprévisible, le build-up de la finale, ce n'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'aurais fait gagner Samoa Joe. Ça aurait été plus intéressant que Baron Corbin contre Chad Gable, mais bon. Et aussi, j'aurais donc enlevé Natalia contre Lacey Evans pour que tous les matchs puissent gagner 1 minute supplémentaire. Ou alors qu'on a un autre segment, je sais pas, même s'il est blessé, voir un petit Drew McIntyre dans les backstage, tu vois, pourquoi pas. Bref, il y avait juste ces deux choses à changer, mais sinon, le Raw était très bon. Je vais boire les Badley en l'honneur de notre champion AEW Chris Jericho, parce que j'ai les bouteilles qui sont en bas, j'ai hâte de les boire, et juste après, je me mets à l'entraînement, je me mets au Fabio Fitness, les Voldanites. Suivez-moi sur Instagram si vous ne voulez pas manquer mon changement en Fabio Lanzoni. J'ai hâte de devenir comme ce mec, j'ai hâte de devenir musclé comme ce mec, et peut-être que j'aurai le physique pour catcher un jour. Peut-être que je serai sur un ring, qui sait. D'ailleurs, j'en profite. Je profite de cette fin de vidéo, de cette fin de podcast. Merci si vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner évidemment, à nous suivre sur Instagram, etc. Tous les liens sont dans la description. Je vous laisse faire ça. Mais je voulais passer un petit message à French Wrestling Beast. Je suis abonné à French Wrestling Beast. Je suis abonné à lui. Mais je me suis aussi abonné à lui sur Instagram et il m'a tout de suite énervé. Le mec m'a énervé. Il était là, il se la pétait, il est là dans son grand jardin, à ne rien foutre, à glander. Beast, je t'ai défié par message, tu n'as même pas dû lire mon message. Ça n'a rien à foutre. Je vais t'en renvoyer un, Beast. Mais écoute-moi bien. Je te défie de m'affronter sur un ring de catch. T'as fait tes petits trucs là au Canada, là, chez Lance Storm. T'as fait ton petit entraînement, t'étais content, hein. T'étais là, Beast, je m'entraîne. Génial, Beast. T'as jamais affronté un vrai homme. T'as jamais affronté un Voldan. Je suis Serge Voldan. Je suis le meilleur. J'ai une grande gueule. J'ai de la force. Et je peux te battre, et je peux te faire redescendre un peu, te montrer que t'as beau avoir ta piscine, ton grand jardin, ton luxe. Moi, je suis dans la rue, moi, je suis dans un moulin, avec mon frère, on s'est battu pour arriver là où on est aujourd'hui. Et on est toujours nulle part. Mais on lâchera pas, et franchement, toi, tu m'animes, Beast. Tu m'animes, je n'ai qu'une envie, c'est de te répandre, de t'exploser au sol, te soumettre. Et je le ferai. Un jour, on aura un match. C'est une provocation? Oui, c'est une provocation, Beast. Est-ce que tu vas y répondre? Ou vas-tu m'ignorer? Lâche comme t'es. Allez. Je vais boire du champagne. Bisous.